Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la thématique changement climatique en abordant un sujet d'une importance capitale en ce moment, c'est l'accompagnement des agriculteurs à l'adaptation au changement climatique. Et pour ce webinaire, je laisserai la parole à Hélène, qui va être l'animatrice de cette séquence. Et pendant que vous arrivez progressivement, je vous rappelle que pour les interactions avec l'animatrice et les intervenants, vous avez deux rubriques, deux boutons. Un qui s'appelle le discussion, c'est en gros le chat ou c'est le fil de discussion dans lequel vous pouvez nous donner des informations. Moi-même, je vous en donnerai et nous faire part de vos éventuels soucis techniques. L'autre bouton rubrique qu'on vous conseille ici vivement d'utiliser, c'est la rubrique Q&R pour questions-réponses. Et cette rubrique vous permet de poser toutes les questions aux intervenants. Merci de les poser au fil de l'intervention et pas tous en même temps à la fin des 3 interventions, de manière à ce que Hélène, qui reformulera les questions auprès des intervenants, puisse se préparer un petit peu. Voilà, je vais laisser la parole à Hélène pour introduire ce webinaire, présenter les intervenants. À toi, Hélène. Merci beaucoup, Philippe. Donc, effectivement, lors des précédents webinaires sur la thématique du changement climatique, nous avons discuté des conséquences de celui-ci dans différentes filières, ainsi que des outils et pratiques que mobilisent ou créent les acteurs pour y faire face. Au travers de vos questions, comme on a pu le voir dans la partie questions-réponses et des échanges avec les différents intervenants, nous avons régulièrement été amenés à nous interroger sur la manière d'accompagner les agriculteurs face aux bouleversements qu'engendre le changement climatique sur leur activité. Alors, se sont posées des questions telles comment traduire des tendances mesurées à des échelles globales en solutions opérationnelles au niveau d'une seule exploitation, comment instaurer une dynamique collective autour de questions liées à l'adaptation au changement climatique, ou encore comment préparer et former les futurs agriculteurs, mais également les conseiller à cet enjeu. Et c'est ce que vont nous expliquer nos 3 intervenants du jour à partir de leur expérience et de leurs témoignages. Alors, je vais donc laisser la parole tout d'abord à Stéphane Gézéquel, qui est directeur scientifique à Arvalis, Institut du végétal, puis ensuite à Frédéric Levrault, qui est expert agriculture et changement climatique à la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, et enfin à Thierry Papillon, qui est enseignant en agronomie au sein de la filière BTS à Axe, à Agricampus de Laval. Et donc pour ma part, comme vous l'a dit Philippe, je vous retrouve en deuxième partie du webinaire pour relayer les questions que vous aurez posées, donc bien via le bouton Q&R. Je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Frédéric. Non, pardon, à Stéphane d'abord, excusez-moi. Bonjour à tous, merci Hélène. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'une manière d'accompagner les agriculteurs face au changement climatique, qui est d'essayer de travailler avec eux, puisqu'on sait que c'est ce qu'ils vivent sur leur exploitation finalement qui compte beaucoup pour cette adaptation. Donc, je vais vous parler d'une méthode qu'on a développée qui permet d'expérimenter, de diagnostiquer et de cheminer avec les agriculteurs à leur côté pour trouver les meilleurs leviers d'adaptation au changement climatique. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que vous voyez si tout se passe bien. Très bien. Parfait. Alors, donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps et vous illustrer cette méthode. Juste un mot pour commencer sur Arvalis. Donc, Arvalis, c'est un institut technique qui est présent sur tout le territoire français, qui s'occupe des céréales à paille, du maïs, des pommes de terre, du lin textile et qui accompagne les agriculteurs justement pour les aider à avoir des systèmes d'exploitation multiperformants, c'est-à-dire de produire en quantité, en qualité, de manière rentable pour eux, pour qu'ils en vivent, et en étant multiperformants sur les aspects biodiversité, sur toutes les attentes sociétales, l'atténuation du changement climatique, par exemple, ou la dynamique du carbone. Voilà. Donc, on a commencé il y a quelques années à essayer de travailler en direct avec les agriculteurs
pour produire des références utiles sur l'adaptation au changement climatique. Je vous donne juste un exemple. En 2018, lors de notre biennale FLOEM, notre congrès FLOEM, dont vous avez la prochaine édition derrière moi, qui sera en novembre 2022, on avait déjà mené des études où, vous voyez, on avait cité tous les agriculteurs pour bien les mettre également au centre de la production de référence quand c'est fait chez eux et avec eux. Il n'y a pas que les scientifiques qui peuvent produire de la science, on peut travailler avec les agriculteurs et c'est important de reconnaître les innovations qui viennent des agriculteurs ou les innovations qu'on a conçues avec eux. Alors, le but, bien sûr, c'est d'arriver à une agriculture nourricière et réparatrice. Alors, nourricière, on comprend bien ce que ça veut dire, réparatrice vis-à-vis du climat, hein, bien sûr, pour atténuer les effets du changement climatique. Et donc, ça recouvre, de notre point de vue, trois verbes d'action, hein, comprendre ce qui se passe dans les parcelles agricoles et comprendre comment on peut introduire de nouveaux leviers agroécologiques, proposer donc des solutions techniques qui sont innovantes, qui permettent d'être plus résilients face au changement climatique et anticiper aussi les trajectoires de demain, parce qu'on sait bien que le dérèglement climatique, ce n'est pas une photo à l'instant T, hein, il faut qu'on propose des solutions qui seront aussi efficaces sur la durée. Alors, comment on s'est organisé? Pour un institut technique comme Arvalis, il y a plusieurs manières de produire des références techniques. Il y a des choses assez classiques, hein, qui sont les essais en micro-parcelles, avec des blocs, des répétitions, voilà, des petites parcelles d'expérimentation qu'on fait souvent en station de recherche. Il y a des essais systèmes de culture, vous voyez en orange, où on essaye de reproduire ou de proposer de nouveaux systèmes de culture qu'on va essayer d'observer, de quantifier sous tous les angles, avec des outils, y compris logiciels, faits pour ça. Ça aussi, ça peut être chez des agriculteurs, mais ça peut être en station. Il y a l'évaluation de la multiperformance des systèmes agricoles, où on a développé des outils logiciels pour réaliser ça. Il y a ce que maintenant on nommerait la data science, c'est-à-dire traiter de gros volumes de données, éventuellement en entraînant de l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a ce qui se passe chez l'agriculteur, donc ce que j'ai mis au centre là, de ce petit diagramme, aller dans ces parcelles, en vrai, in situ, ce n'est pas des essais, c'est ce qu'il a fait chez lui dans sa parcelle, et pouvoir produire des références à partir de ça. Et donc, c'est cette méthode que je vais essayer de vous illustrer maintenant. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la méthode classique d'expérimentation pour produire des références techniques, c'est plutôt une méthode où on vise un facteur étudié. C'est-à-dire, on dit, par exemple, voilà, il y a une maladie, j'ai observé que certaines variétés prenaient la maladie, d'autres pas, et j'essaye de trouver la meilleure variété ou les meilleures conditions pour être résistant à la maladie. Donc, un statisticien, hein, vous dirait qu'on pose une hypothèse et grâce à un dispositif sur le terrain et la puissance statistique avec les répétitions qui vont permettre de contrôler les hétérogénéités du terrain, on va finalement tester une hypothèse et on va voir si on la valide ou si on la rejette avec une certaine précision. Voilà. Ça, c'est l'expérimentation classique, ce que j'ai mis sous le pavé vert. En grande parcelle, quand on va chez un agriculteur dans sa parcelle, on ne maîtrise pas un seul facteur, hein, on n'explore pas les modalités d'un facteur, toutes choses égales par ailleurs, hein, comme on apprend dans les cours de statistique. On prend les choses comme elles sont, c'est une multiplicité de facteurs qui sont en interaction, et donc on ne va pas avoir une démarche d'expérimentation classique qui serait inopérante dans ce cas-là, on va avoir une démarche qui se rapproche plus du diagnostic. C'est-à-dire on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cette parcelle, tous facteurs confondus, de démêler les effets et pour proposer des pistes d'amélioration à l'agriculteur ou au technicien. Voilà. C'est ça le principe de cette méthode qu'on a appelée DiagChamp. Alors, donc ça recouvre bien sûr plusieurs indicateurs, hein, pour faire du diagnostic. C'est comme un médecin, on va prendre des indices un peu partout, dans le sol et l'agrométéo, le climat, bien sûr, vécu par la parcelle, dans la culture, comment elle a poussé, est-ce qu'elle a eu des facteurs limitants, ou est-ce qu'elle a poussé sans problème. Et on va mesurer finalement l'écart à un potentiel attendu
pour cette culture en détaillant les composantes de rendement. Donc, quand c'est du blé, par exemple, le nombre d'épis, le nombre de grains par épi, le poids des grains, pour décomposer un petit peu la production et le rendement dans des facteurs qu'on va pouvoir relier à ce qui s'est passé dans la parcelle. Et les questions auxquelles on répond, c'est finalement, on n'a pas de témoin comme en expérimentation de modalité contrôle. On prend la parcelle telle qu'elle est, mais on compare finalement le résultat réel à un résultat espéré en mettant en œuvre ce qu'a fait l'agriculteur. Voilà, c'est ça le principe. C'est intéressant de s'y arrêter un petit peu parce que c'est assez original et ça permet justement d'aller explorer des parcelles et des conditions de culture éventuellement très originales qu'on n'a pas vécues en station. Et nous, par exemple, je vais vous donner un exemple, on l'a fait à Arvalis sur l'agriculture de conservation des sols. On n'avait pas historiquement le système de culture agriculture de conservation dans nos stations, et donc on est allé un peu expertiser ce que ça donnait directement dans les parcelles agriculteurs grâce à cette méthode. Alors, quand on se retrouve face à une parcelle agriculteur qui peut être très grande et très hétérogène, ce n'est pas facile de déterminer où il faut travailler. Donc, on va s'intéresser à une petite zone de la parcelle réputée homogène pour ne pas avoir à gérer l'hétérogénéité du sol, donc 20 mètres par 20 mètres, et on va essayer, alors pour du blé, cette distance est adaptée aux céréales, et on va essayer de faire toutes nos mesures et investigations dans cette zone-là qui sera réputée homogène. Donc évidemment, quand on reporte cette zone à une grande parcelle réelle agriculteur, c'est une toute petite zone de la parcelle. Donc, il faut la choisir avec soin. Et si on a identifié, grâce à des cartographies de rendement, à des vols de drones, des choses comme ça, que la parcelle était hétérogène, si on veut expliquer ce qui se passe dans toutes les zones, il faudra bien sûr répéter cette parcelle d'observation dans les différentes zones qu'on a identifiées dans la parcelle. Ensuite, il faut respecter 3 étapes. Valider la pertinence des outils d'analyse utilisés, c'est-à-dire des modèles, notamment de culture, qui vont nous donner un petit peu le résultat attendu en conditions classiques. Ensuite, il va falloir essayer d'avoir 2 niveaux de valorisation, un niveau individuel pour l'agriculteur. Il faut toujours penser à avoir un retour vers l'agriculteur de ses résultats pour l'intéresser à la démarche, que ce ne soit pas juste un support et puis après il n'entend plus parler de ses résultats. Donc on a 2 niveaux de livrables, si vous voulez, un niveau individuel pour l'agriculteur et un niveau collectif quand on a un réseau d'agriculteurs pour trouver les grandes tendances qui ont été à l'œuvre sur le réseau. Donc quelques exemples de mise en œuvre. Alors je citais le réseau Arvalis agriculture de conservation chez les agriculteurs. Ça a été fait dans certaines études territoriales, ici en Pays de Loire, ici en Auvergne, ici sur des plateformes interinstituts CIPRE, où on teste justement des systèmes de production innovants. Et puis, plus récemment, donc on a fait un partenariat justement sur l'agriculture de conservation des sols, système réputé assez résilient au changement climatique, un partenariat avec l'APAD, qui est une association qui a des réseaux d'agriculteurs partout en France, pour justement essayer de mettre à disposition cette méthode dans les différents territoires en France. Et puis, on est en train et on a déjà déployé cette méthode dans des projets internationaux, dont je vous en cite 2, là, CAMA et SOLAS. Vous trouverez les informations sur les liens Internet, qui sont des projets où on essayait, alors pour CAMA, d'avoir des parcelles d'agriculture de conservation tout autour de la Méditerranée, donc dans des climats justement encore plus durs que le climat français, mais qui risquent d'arriver en France certaines années avec le dérèglement climatique. Et donc, ensuite, on a décliné chaque étape, validation des modèles de culture pour voir si on est bien dans des domaines de validité du modèle, c'est-à-dire que ce qu'on attend et ce qu'on dit, c'est tangible, et on vérifie ça sur le terrain. Ensuite, un rapport fourni à l'agriculteur qui détaille toutes les étapes du diagnostic, la caractérisation climatique, les facteurs limitants, ce que prévoit le modèle, le réaliser par rapport à ce qui était attendu et les pistes de progrès qu'on dégage à la fin. Donc, quelques exemples de ça. Ça, c'est un diagramme agroclimatique qui montre les pluies en histogramme bleu et qui montre le déficit hydrique
en rouge, la courbe rouge. Donc, vous voyez qu'au début de la campagne pour le blé, il n'y a pas de déficit hydrique jusqu'à fin mars. Mais dès le mois d'avril, on a du déficit hydrique et donc du stress hydrique qui se met en place à des niveaux assez importants en fin de cycle, avec en plus des températures échaudantes, donc vraiment le climat justement déréglé, comme on dirait aujourd'hui, avec des températures très chaudes au moment du remplissage du grain qui vont impacter sur les résultats. Donc, ça, c'est un type d'analyse qu'on peut faire et qu'on rend à l'agriculteur. Une analyse plus fine sur la nutrition hydrique et azotée du blé, avec le potentiel du sol et du climat sur la parcelle, et ce qu'a en gris, et ce qu'a réellement réalisé l'agriculteur en noir. Donc on voit des gros facteurs limitants qui ont pénalisé la culture au niveau stress hydrique et stress azoté. Ça, c'est une photo de ce que ça donnait à la culture en fin de cycle. Et donc, on rend à l'agriculteur un espèce de tableau de bord avec les composantes de rendement mesurées en haut. Est-ce qu'elles étaient bonnes, est-ce qu'elles étaient mauvaises de notre point de vue, et comment s'est construit ce résultat au fil des interventions en ligne, là, dans le tableau, de toutes les interventions qu'a réalisé l'agriculteur sur sa parcelle. Voilà, donc ça, c'est le niveau de valorisation individuelle. Ensuite, on a le niveau d'analyse de groupe, où chaque point est une parcelle agriculteur. Et vous voyez, on avait un réseau assez important en agriculture de conservation, avec des points depuis 2015 dans le sud-est de la France, sur blé. Il y en avait qui étaient en bio, il y en avait qui étaient en agriculture de conservation conventionnelle. Il y avait différents types de sols, différents microclimats. Et donc, on a représenté un peu toute la variabilité des points en termes d'atteinte du potentiel de rendement en ordonnée. Donc, si vous êtes à 100%, vous avez atteint votre potentiel de rendement. Il y a quelques points au-dessus très intéressants pour comprendre pourquoi ils ont fait mieux, donc quelles sont les raisons du déplafonnement. Et puis, malheureusement, il y a surtout des points en dessous, c'est-à-dire qui, par rapport à leur nutrition à floraison, l'abscisse, ont fait un rendement décevant. Et donc, c'était la preuve, si je veux dire, de facteurs limitants multiples et variés qui étaient à l'œuvre dans la parcelle. Et ensuite, en reprenant les résultats de chaque parcelle individuellement et du diagnostic, on a pu classer ces facteurs limitants du système semi-direct sous couvert végétal, donc c'était les parcelles, avec un fort impact de ces facteurs limitants, par exemple sur la nutrition azotée, la concurrence des mauvais herbes, ou un faible impact, et la dépendance de ce facteur limitant au système agriculture de conservation, semi-direct sous couvert. Est-ce que c'était des facteurs qui étaient peu dépendants du système et qu'on retrouve dans tous les systèmes cette année-là, comme la fusariose de la base des tiges, ou est-ce que c'était des facteurs limitants très liés au système de culture, comme la concurrence de couverts vivants permanents ou les campagnols qui faisaient des trous dans les parcelles. Et donc, on relie ensuite ce diagnostic parcelle par diag-champ à nos autres dispositifs d'essai, les essais factoriels en station, qui donnent de la puissance statistique, qui permettent de pointer sur un facteur ou un autre, et puis les essais de caractérisation du système de production avec la multiperformance du système. Et donc, c'est pour nous vraiment une pièce du puzzle importante pour associer les agriculteurs, c'est cette méthode grande parcelle, pour associer les agriculteurs et compléter nos dispositifs de production de référence, je dirais plus classiques, comme les essais factoriels. Voilà, et pour terminer, donc un exemple de valorisation de cette démarche avec les agriculteurs sur l'étude d'un système de production réputé résilient au changement climatique sous forme de fiches techniques, de témoignages d'agriculteurs, des choses que vont certainement détailler davantage et avec d'autres exemples les intervenants suivants. Voilà, merci, à votre disposition pour toute question. J'ai été un peu vite pour vous brosser le panorama général, mais bien sûr à votre disposition pour prendre un peu plus de temps pendant la séance de questions. Merci beaucoup Stéphane. Effectivement, c'était déjà très clair, mais je pense que ça doit susciter des réactions et des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans la partie QR. Et donc, cette fois, je vais vraiment passer la parole à Frédéric pour du coup son regard d'un conseiller de chambre d'agriculture. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon, vous voyez bien l'écran? Très bien. C'est parfait. Merci.
Merci pour votre invitation. Donc, je vais consacrer quelques minutes à tenter de vous expliquer comment, dans le réseau des chambres, nous avons déployé un certain nombre de leviers un peu transversaux pour essayer de faire quelques progrès en matière d'accompagnement des agriculteurs sur le sujet de l'adaptation au changement climatique. L'adaptation étant à comprendre comme l'ensemble des modifications à mettre en place pour pouvoir continuer à vivre demain de son métier dans un climat qui sera devenu différent du climat d'aujourd'hui. Le climat d'aujourd'hui étant lui-même déjà différent de ce qu'il était hier. Alors, un premier point sur lequel j'attirerai votre attention, si l'écran va bien défiler. Je pense, Frédéric, que la bande passante, et pendant l'intervention, je pense qu'il vaut peut-être mieux enlever votre vidéo de manière à ce que la bande passante soit suffisante, parce que je crois que comme votre diaporama est chargé de photos, bande passante plus, enfin, diaporama plus image, c'est beaucoup. D'accord. Voilà. Essayez comme ça. Ouais, non, c'est pas mieux. À ce moment-là, vous... Ça y est. Voilà, ok. Voilà. Alors, le premier point sur lequel, il y en aura 4 au total, hein, le premier point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est celui de l'importance qu'il y a à rendre ces questions de changement climatique les plus concrètes possibles, non seulement aux yeux des agricultrices et des agriculteurs, mais également de tous ceux qui font de l'accompagnement technique. Une première façon de rendre les choses concrètes, ça a consisté pour nous, mais d'autres le font à leur façon aussi, hein, à montrer de la façon la plus objective possible, à documenter, comme on dit, les effets déjà visibles du changement climatique sur l'agriculture dans les différents territoires de production en France. Et donc, à cette fin, nous avons mis en place, à partir de 2012, région par région, sous pilotage des chambres régionales d'agriculture, des dispositifs de monitoring baptisés Oracle, observatoires régionaux agriculture et changement climatique, qui sont maintenant au nombre de 10, et qui, au travers d'un certain nombre de catégories que vous voyez en bas à droite sur cet écran, permettent de rendre compte de la façon dont le climat et ses incidences agricoles se manifestent dans les différentes régions documentées. Le graphe que vous voyez en haut de l'écran est un exemple ô combien classique maintenant, qui est celui de la précocification des dates de vendange, donc en viticulture, et ici sur 2 vignobles du sud-est de la France, Tavel et Châteauneuf-du-Pape. Donc ça a été un premier effort relativement important de documentation visant à rendre les choses concrètes et qui continue à vivre, à exister, que tout le monde peut consulter librement en allant sur les sites internet des chambres régionales d'agriculture concernées. Et certains des contenus ont été assemblés avec des partenariats impliquant Arvalis, impliquant Météo France, impliquant d'autres instituts techniques, impliquant INRAE, etc. Un deuxième moyen de rendre les choses concrètes qui a été mis en œuvre, c'est celui qui consiste à essayer d'utiliser un langage que je qualifierais d'approprié ou de pédagogique en tout cas, et qui consiste à essayer d'abord de comprendre qu'est-ce qui parle assez peu dans l'esprit d'un agriculteur ou d'une agricultrice quand on lui parle changement climatique, typiquement des grandeurs comme l'évolution de la température moyenne annuelle à l'échelle mondiale, et même sans parler des modes d'expression en anomalie, ce genre de choses. Ce sont des formes de représentation qui peuvent assez vite atteindre leurs limites. Et donc, on a développé, en mobilisant aussi des savoir-faire
accumulés en amont, hein, on a essayé de travailler un certain nombre de modes de représentation. Donc, vous en voyez un ici qui est assez classique, hein, qui est connu sous l'appellation analogue climatique et qui consiste pour un territoire donné et pour un paramètre climatique donné, ici il s'agit de la température moyenne annuelle, à représenter non pas la façon dont ce paramètre est susceptible d'évoluer à l'avenir pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre donné, mais à en donner un équivalent sous la forme d'un déplacement géographique. Donc, il s'agit ici d'une température moyenne annuelle pour l'ensemble du département de l'Oise. Alors évidemment, hein, c'est un univers de représentation qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution parce qu'on peut faire tout un tas de bêtises en faisant ça, mais ça a en tout cas l'avantage de donner très rapidement des équivalences qui peuvent être très parlantes auprès de publics qui peut-être seraient encore en phase de sensibilisation. Et puis un troisième et dernier point que j'illustrerai ici, même s'il y en a d'autres consistant à essayer de rendre ce sujet le plus concret possible, notamment auprès des agriculteurs, eh bien, c'est une approche qui consiste, enfin, beaucoup parmi vous le font aussi, hein, mais qui consiste à parler aux agriculteurs, à leur parler d'eux-mêmes, c'est-à-dire à leur parler de leur localisation, à leur parler de leur système de production, à leur parler de leur production. Et vous en voyez ici deux exemples. En bas à gauche, dans le cadre d'un exercice qui s'intitule « Quel climat demain dans mes vignes ?» On analyse à la demande d'un viticulteur dont vous voyez ici le nom et la commune et le département de rattachement, à analyser l'évolution future d'un certain nombre d'indicateurs liés à l'adaptation de la viticulture et à donner éventuellement des éléments d'adaptation dans la colonne blanche. Et à droite, c'est un exemple un petit peu équivalent, mais ce coup-ci dans un département un peu plus au sud, les Hautes-Pyrénées, pour le secteur des coteaux, la commune de Vic en Bigorre, et qui consiste à essayer de documenter le plus précisément possible la façon dont le changement climatique est susceptible d'affecter l'activité d'une exploitation d'élevage de ce département. Donc ça, ce sont vraiment des efforts d'analyse de l'adaptation à une échelle géographique et sur des grandeurs qui concernent directement là un viticulteur, là un éleveur, mais évidemment on peut étendre à d'autres localisations et à d'autres filières agricoles. Donc, voilà quelques-uns des exemples au travers desquels on essaye de développer cette notion de dimension concrète du changement climatique, de ses impacts et des possibilités d'adaptation. Un deuxième point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est sur l'attitude à avoir, mais évidemment, là, parmi vous, tous l'ont déjà, mais c'est d'avoir une attitude de type projet, une attitude de proposition, une attitude de construction, vis-à-vis d'un sujet qui est très porteur d'inquiétude, hein, qui peut sidérer par la vitesse des évolutions, par le caractère assez souvent négatif de certaines de ces évolutions. Je pense aux températures élevées, je pense au stress hydrique. Et donc, à ne pas se limiter à faire la liste des plaies d'Égypte, hein, puisqu'on est ici sur des céréales à la paille, on pourrait pleurer des problématiques d'échaudage thermique, on pourrait pleurer sur les problématiques de risque de gel, méiose, etc. Et il nous semble important, et je sais que je prêche des convaincus, qu'à chaque fois qu'on pointe un enjeu climatique susceptible de poser des difficultés aux productions agricoles, eh bien, c'est de se mettre vraiment dans une dimension de proposition, d'identification de voies d'adaptation. Alors, ça peut être fait comme ici, à une échelle de temps qu'on pourrait considérer comme réalisable à court terme, et puis pour d'autres options, peut-être sur des échelles de temps à moyen terme. Alors, évidemment, pour nous, établissements de développement agricole, ces catalogues de solutions ne sont pas toujours faciles à assembler, parce qu'on ne sait pas tout sur tout, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont souvent dites, mais pas toujours éprouvées, voire quelquefois peu acceptées. Et ça dépend bien sûr aussi des filières, des territoires et des individus. Mais il nous semble important de rester vraiment dans cette dynamique de proposition, étant entendu, bien sûr, que finalement, c'est la pratique du terrain qui fera, en fonction des résultats, que ces voies d'adaptation seront appropriées et développées ou pas. Un troisième axe de travail qu'on a un petit peu soigné dans le réseau des chambres d'agriculture, c'est celui de la formation de nos conseillers et conseillères. Il y a encore pas si longtemps que ça,
je dois vous avouer qu'on était quand même encore un peu démunis en matière de formation de collaborateurs sur la question de l'adaptation. Évidemment, c'est un sujet qui est très vaste, qui peut appeler des savoirs et des savoir-faire relativement élaborés. Et donc, il y a une stratégie qu'on a essayé un petit peu de mettre en place, qui consiste à avoir 3 niveaux dans la montée en compétences. Un niveau qu'on pourrait qualifier, disons, d'initiation ou de découverte, et qui est plus du registre de la compréhension des enjeux. C'est quoi le changement climatique? C'est quoi le changement climatique à l'échelle locale? Quelles filières il impacte? Comment il les impacte? Qu'est-ce qu'on sait en matière d'adaptation? Qu'est-ce qu'on sait en matière d'atténuation? Qu'est-ce qu'il y a comme outil? Donc, ça à considérer comme peut-être un premier bagage à avoir pour se lancer dans la suite de l'aventure. Le deuxième niveau serait un niveau un petit peu de prise en main d'outils que j'illustre ici avec l'outil Climat 21 pour climat et agriculture au XXIe siècle, et qui consiste à savoir développer des usages de base, des usages un peu standards d'un outil donné, sans forcément encore à ce stade être au niveau d'une expertise, d'un audit, d'une filière, d'un territoire ou d'une exploitation agricole. Ça implique notamment la capacité à savoir aller télécharger des projections climatiques pour ensuite faire des études de cas à l'échelle locale. Et puis, il y a un troisième niveau qu'on pourrait qualifier d'expert, que vous voyez à droite, et qui consiste à utiliser ces mêmes outils, mais là à un niveau beaucoup plus élevé, et pour aller vraiment dans le sens du conseil et de la formulation de prescriptions à destination directe d'un agriculteur en individuel ou d'un collectif d'agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a essayé un petit peu de structurer et qui, pour le moment, dans le réseau des chambres d'agriculture, fonctionne pas trop mal. Et puis, le quatrième et dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est celui du lien avec la recherche et le développement. Il nous est très vite apparu important, nécessaire, vital, que sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique, les liens avec les acteurs de la recherche et de la R&D aussi, que ce soit en matière de climatologie, d'agronomie, on pourrait même dire d'hydrologie, de pédologie, que ces liens soient les plus étroits possibles. Et j'en donne ici simplement un exemple concernant l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure, Climat 21. Eh bien, ça nous a amené à être des utilisateurs tout à fait réguliers de la plateforme DRIAS, les futurs du climat, de la même manière que nous serons très vraisemblablement des utilisateurs réguliers, soit de nouvelles versions de cette plateforme, soit de plateformes équivalentes, mais qui documenteront peut-être des choses comme la ressource en eau, par exemple. Et toujours dans ce cadre de lien étroit avec la recherche, eh bien, ça nous a aussi amené à produire des documents, ici ce sont des notices méthodologiques que vous voyez à droite, celle-ci est consacrée au calcul des dates de débourrement en viticulture, dans le cadre de l'adaptation au changement climatique et de la gestion des risques de gel au débourrement. Et ça nous a amené à dialoguer avec nos collègues d'INRAE sur les choix des bons formalismes à utiliser, ou en tout cas les formalismes les plus stabilisés pour essayer de faire des calculs les plus propres possibles de ces dates de débourrement. Et dans ces relations, c'est toujours à double sens, c'est-à-dire qu'on trouve notre bénéfice dans cette collaboration, mais on essaye aussi d'apporter du retour sur qu'est-ce qu'on fait de ces contenus, comment on les utilise, est-ce que ça fonctionne auprès des agriculteurs. Et on est d'ailleurs tout à fait disposé à témoigner plus profondément sur ces choses-là, si certains parmi vous en ressentent le besoin. Donc voilà, et dernier point, une chose aussi qui a, semble-t-il, été assez importante. Ça avait été le cas quelques années avant pour les observatoires régionaux agriculture et changement climatique, qui se sont déployés sur à peu près toute la France. Dans l'outil dont je viens de parler concernant l'utilisation des projections climatiques, on a cherché aussi à avoir cette logique de déploiement d'échelle nationale par un souci de cohésion, de cohérence, d'économie d'échelle, et pour avoir des collectifs d'utilisateurs qui se constituent avec des méthodologies partagées. Voilà donc, je me remets simplement en écran de fin le déroulé de ces axes.
Voilà quelques principes que nous avons développés depuis quelques années dans le cadre de notre contribution dans le réseau des chambres à l'adaptation au changement climatique et qui, on l'espère, aident nos agricultrices et nos agriculteurs à relever ce défi tout à fait conséquent que représente le changement climatique et donc l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie. Ben, c'est nous qui vous remercions pour cet exposé intéressant et vous avez abordé la formation, alors la formation des conseillers en l'occurrence, mais donc on va laisser la parole à Thierry pour nous parler de la formation des futurs agriculteurs. Donc, Thierry, à vous. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà, ouais, parfait. Par contre, je suis à la fin et c'est ça qui m'ennuie. Donc, je remonte au début, pardon. Voilà. Alors, comment la formation prépare les agriculteurs à l'adaptation au changement climatique? Donc, on m'a demandé de témoigner. Donc, j'enseigne, je suis un enseignant technique d'agronomie à l'Agricampus de Laval, en Mayenne, et j'enseigne en BTS Axe. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semblait intéressant de recontextualiser ça. Le département de la Mayenne est un département d'élevage, où la production laitière, la production bovine, l'élevage du cheval est très important. En fait, ça nous amène à montrer que nos systèmes dominants ici sont des systèmes polyculture élevage, et j'ai mis un S à élevage volontairement parce que sur plusieurs exploitations, enfin, dans bon nombre d'exploitations, on peut trouver plusieurs élevages de plusieurs espèces d'herbivores en même temps. Qui sont nos étudiants? À 60%, ils sont d'origine agricole, avec pour la plupart un projet d'installation à moyen terme. Tout ça pour dire que ce sont des étudiants qui sont empiriquement sensibilisés à la problématique du climat, que ce soit en termes d'atténuation ou d'adaptation. Ils constatent sur leur exploitation familiale des situations, des années difficiles ou des périodes d'années difficiles de plus en plus fréquentes, avec des rendements fourragers et des marges de plus en plus aléatoires, et des équilibres fourragers surtout de plus en plus précaires. Pour illustrer ça, pour certains, si vous connaissez, au nord du département de la Mayenne, il y a une région qu'on appelle la Corniche de Paille, où là-bas, nous avons des exploitations avec des sols superficiels qui sont contraintes depuis quelques années à changer leur assolement à cause du changement climatique. Alors, pour illustrer ça, j'ai pris dans un rapport de stage de BTS cette année qui montrait que sur l'exploitation de cette zone, en 2010, nous avions des cultures de vente avec du blé tendre, et 10 ans plus tard, la culture de vente a disparu au profit de l'herbe et puis de métail. Et pour la petite histoire, le graphique ne le dit pas, mais cette exploitation-là aussi, maintenant, est obligée d'importer du fourrage pour pouvoir équilibrer son système fourrager. Voilà, parce que le changement climatique pénalise les rendements. Alors, qui formons-nous en BTS Axe? Alors, Axe, ça veut dire analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Donc, comme dans toute formation, il y a un référentiel professionnel. Et dans ce référentiel professionnel, on peut dénombrer 4 grandes catégories de métiers, et j'ai simplifié, hein, les métiers de la production, les métiers du conseil, du diagnostic, les métiers de la vente et du développement local. Et puis, si on regarde un peu plus en détail dans ce référentiel, on se rend compte qu'il est stipulé des facteurs d'évolution et de variabilité, passés ou en cours, et où le changement climatique est clairement ciblé. Ce changement climatique favorisera l'apparition d'événements climatiques extrêmes qui obligeront dans leur futur métier les agriculteurs à s'adapter ou à faire évoluer leur système pour s'adapter. On est là dans des mesures d'adaptation. Et ils devront aussi participer à la lutte contre le changement climatique, où là, on parle plutôt d'atténuation. Voilà, donc nous avons un cadre professionnel stipulé dans le référentiel qui nous donne les moyens, ou en tout cas où le changement climatique est ciblé. Sur le référentiel de formation, alors l'enseignement agricole technique se caractérise par un enseignement modulaire. Donc là, j'en ai ciblé 4, donc on va passer assez vite, mais le M57 qui travaille sur l'analyse et le fonctionnement des agroécosystèmes, où là, on travaille avec la science et vie de la Terre. Le M58 est un module de conduite technique, donc production animale et production végétale, et qui se caractérise par
le fait d'étudier les relations et les complémentarités entre les systèmes. Donc, ça va bien dans nos systèmes d'élevage, nous, entre notamment production animale et production végétale. Et puis, ce qui est intéressant, le M59, lui, projette les étudiants dans un cadre d'innovation pour répondre comment faire innover, comment faire évoluer les systèmes agricoles, les systèmes biotechniques, pour répondre à des enjeux identifiés. Et puis, nous avons un MIL. Alors, dans notre jargon, MIL, ça veut dire module d'initiative locale, que nous consacrons, nous, ici à Laval, aux énergies, qu'elles soient consommées ou produites dans les exploitations. Bien sûr, tous ces modules sont interdisciplinaires, comptabilité, gestion, zootechnie, sciences et vie de la terre et agronomie. Alors, comment travaillons-nous, nous, à Laval, en termes de pédagogie? Alors, on base notre pédagogie sur beaucoup de situations professionnelles. Frédéric parlait du fait de l'importance de rendre concret. Eh bien, nous sommes assez d'accord avec ça. Nous n'avons pas de cours dédiés à la problématique du climat parce qu'elle est transversale, on peut même dire qu'elle est même diffuse. Nous avons des jeunes aux portes de la vie professionnelle, donc on pense que les enseignants doivent être le plus opérationnels possible. Et on considère également qu'une pédagogie descendante sur ce style de problématique serait peu pertinente, notamment parce qu'on a des étudiants qui sont déjà sensibilisés de par leur expérience. Donc tous les apports théoriques que nous faisons, ils sont tous au service de travaux de groupe et des problématiques concernées, pour ces travaux de groupe. Nous faisons beaucoup de visites avec des thématiques différentes, des travaux collectifs d'études et des restitutions. Alors, j'ai listé rapidement 5 ou 6 thématiques de visite, donc les stratégies possibles pour s'installer, des études de systèmes classiques, concilier biodiversité et agriculture, les stratégies fourragères, l'innovation en agriculture, où là, c'est les exploitations d'études sont choisies par les étudiants, et puis bien sûr, agriculture et énergie à travers le Nil. Alors, comment faisons-nous nos progressions? Et c'est toujours la même chose. Alors, la progression sur la thématique biodiversité et agriculture, on commence toujours par quelques apports théoriques, des interventions extérieures éventuellement. Ici, pour cette thématique-là, on fait intervenir le CPIE et la Chambre d'agriculture pour avoir des regards croisés, des visites et puis des travaux de groupe où les élèves doivent faire des diagnostics et des propositions d'évolution qu'ils exposeront devant des professionnels, notamment les agriculteurs visités. Alors, on utilise une vieille méthode qui date de 2009, qui s'appelle IBIS. Alors, cette méthode est vieillissante, mais c'est une bonne base pour les étudiants et ça donne des cadres assez rigides au départ pour les étudiants, ce qui leur permet après de prendre des libertés, d'aller chercher plus loin. Mais pour nous, enseignants, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc, notre objectif, c'est de confronter leurs travaux aux situations, aux réalités de terrain. Alors, un exemple. Ici, vous avez un exemple de tableau. Tout ce que je vous présente, c'est des travaux d'étudiants où ils ont fait un tableau de diagnostic. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, c'est surtout le cadre rouge. Alors, dans cette exploitation, les étudiants avaient diagnostiqué un manque de fourrage estivaux. Donc, ils proposaient de développer du pâturage estival. L'intérêt était d'avoir de l'herbe dans les prairies, malgré des sécheresses de plus en plus fréquentes, histoire d'augmenter la ressource en fourrage. Alors, ils ont fait des propositions, je vous en expose qu'une, c'était de travailler sur l'expérimentation, enfin, d'expérimenter de nouvelles espèces. Donc, ils en avaient proposé 5, le moa, le millet, le teff grasse, le kaopi et le sorgho. Et ils s'étaient appuyés là-dessus sur une étude une expérimentation faite en Indre-et-Loire sur le centre expérimental de l'INRAE à Nouzilly. Voilà, donc ça, on est bien ici dans une mesure d'adaptation, expérimenter de nouvelles espèces pour essayer de maintenir de la production fourragère en été. Concernant la problématique donc, sur la thématique fourragère, bon, on fait quelques cours sur la gestion du pâturage, les productions fourragères, le rationnement, les bilans alimentaires, des visites toujours, et puis des travaux de groupe, là ici plutôt des restitutions écrites. Notre objectif, c'est de sensibiliser les élèves sur la résilience des systèmes fourragers. Pour illustrer ça, vous avez un graphique ici qui vous montre les pousses d'herbe, la courbe noire est la courbe qui, sur les 2 dernières décennies,
La courbe verte, c'est la courbe de l'an dernier. Alors, je ne vous ai pas mis les courbes d'avant, mais elles sont à peu près similaires à la courbe verte. Et puis, la courbe rouge, c'est la courbe de cette année, qui s'est caractérisée jusqu'à maintenant par un effondrement du pic d'herbe au moment, enfin, à une précocité différente. D'accord. Bon, alors, avec un effondrement en plein mois de mai où on a l'habitude d'avoir beaucoup d'herbe. Donc, en fait, ces changements de pousse doivent faire évoluer les pratiques fourragères. Alors, on utilise quelques outils. Alors, on peut utiliser Mission Ecophyto. Alors, c'est intéressant, mais ce jeu, on l'utilise plutôt dans un autre cadre parce que dans ce cadre-là, il nous empêche, est un peu limité sur la problématique polyculture et élevage. Et alors, on y préfère souvent le rami fourrager, qui est un outil qui est bien connu maintenant. Alors, ce schéma, donc la partie bleue du schéma, on part d'un système que l'on connaît, d'accord, et puis on le fait varier, on essaie de confronter ce système que l'on connaît, avec un assolement, place du pâturage, des rations, des effectifs d'animaux. On le fait varier, notamment par le climat. Et puis, on essaie de voir par itération, c'est la partie rouge, comment on peut s'adapter à cette nouvelle variation, à cet aléa. Alors, ce qui est intéressant, je me suis amusé à faire un petit sondage. Et dans le cadre bleu ici, sécurisation du système fourrager, des propositions d'étudiantes les plus fréquentes. Et ben voilà, ils nous proposent souvent de mettre des métailles en dérobé, des métailles, donc des cultures en mélange, des couverts végétaux à double finalité, c'est-à-dire que si j'ai assez de fourrage, je les restitue au sol, et si je n'ai pas assez de fourrage, je les récolte. Diminuer ou supprimer les surfaces de vente. Diversifier les cultures fourragères. On voit certaines cultures revenir, comme la luzerne en Mayenne. L'irrigation, Frédéric tout à l'heure sur l'irrigation a mis un point d'interrogation, j'aurais dû le mettre aussi, ça pose question. Et puis à l'extrême, il y a des étudiants qui nous proposent de diminuer la production. Sur certaines fermes, la question se pose, ou alors on supprime un élevage, on supprime un atelier pour pouvoir faire face à la demande alimentaire des animaux. Donc là, les étudiants se situent surtout sur des systèmes d'adaptation. Alors, la question que nous inspire le RAMI pour l'instant, c'est que toutes les questions qui sont proposées ici, en fait, avec le RAMI, on n'interroge pas les élèves sur la temporalité des mesures. Est-ce que, par exemple, est-ce que toutes les mesures proposées peuvent être mises en place à court terme ou nécessitent de l'anticipation? Avec le RAMI, ça, on a beaucoup de mal à faire réfléchir les étudiants là-dessus. Donc, je pense que notre prochaine étape, il va falloir qu'on fasse des séances avec l'Oracle, qui, lui, nous permet de faire réfléchir les étudiants sur ce point, sur cette notion de temporalité, de nécessité des agriculteurs d'anticiper les mesures. Concernant l'innovation, des visites choisies par les étudiants et validées par l'équipe sur cette notion d'innovation. Les élèves font un dossier sur l'innovation identifiée et puis une restitution écrite orale, on mixe les deux. L'idée est de faire réfléchir les élèves et les étudiants sur l'analyse systémique de l'innovation et des impacts qu'elles peuvent avoir sur le système des variations, sur les systèmes d'exploitation, et de varier les échelles d'analyse. Alors, 2 travaux d'étudiants, un schéma systémique de l'impact du séchage en grange sur un système d'exploitation. Donc, vous voyez les impacts sur le système de culture, les impacts sur le système d'élevage, sur le système d'exploitation global, là, par exemple, l'endettement. Puis, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'était intéressant sur la santé humaine, là, c'était intéressant ce qu'ils avaient fait, donc là, sur l'empreinte carbone, ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Moins de travail du sol, plus de stockage de carbone sous prairie, plus d'arbres, moins d'importation de protéines, etc., etc. Et donc là, on est bien dans un esprit d'adaptation. Et puis un autre ici, sur l'agriculture de conservation. Les étudiants avaient travaillé sur une exploitation en agriculture de conservation. Et donc là, ils avaient pointé avec l'agriculteur le fait qu'on augmentait le taux de matière organique des sols, qui pouvait être considéré comme une mesure d'atténuation ou résistance des cultures au sec, qui était plutôt, alors oui, je ne vois pas le diapo, donc adaptation pour le taux de matière organique et puis atténuation pour le taux de matière organique et adaptation pour la résistance des cultures au sec. Donc, voilà des travaux d'étudiants. Et puis je voulais finir
en faisant une petite liste de ressources. Je l'ai cité tout à l'heure, l'Oracle. Donc, il y a un webinaire d'Agrenium diffusé le 1er mars qui est très bien là-dessus. Un pack de ressources issues du programme Life Agri Adapt. Et puis, bien sûr, le site de Climat HD de Météo France, qui est quand même intéressant. Et puis, Frédéric l'a cité tout à l'heure, il existe dans toutes les régions quasiment. En un pays de la Loire, il existe. Donc, cet observatoire du climat régional. Et puis, je voulais aussi remercier Claire Duroc, avec laquelle j'ai travaillé un peu sur cette biblio, qui est loin d'être exhaustive, mais à la DGER, pour les enseignants, nous avons des réseaux thématiques. Claire s'occupe du réseau d'agroécologie de l'enseignement agricole, la transition, et surtout spécialisée sur l'énergie et le climat. Donc voilà, en conclusion, on peut retenir que nos étudiants sont sensibilisés chez nous à Laval de par leur passé, dans leur expérience personnelle, et puis bien sûr, nous avons les moyens en termes de référence, de formation et puis de réseau thématique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer pour le temps qui nous reste. Alors malheureusement, comme toujours, 1 heure, c'est très très court pour un sujet aussi passionnant. Mais je vais essayer donc de vous relayer les questions qui nous ont été posées dans la partie QR. Donc je m'excuse déjà par avance parce que je ne vais pas pouvoir relayer toutes les questions. Donc voilà, donc je m'excuse auprès de ceux pour qui je ne poserai pas la question, mais nos intervenants peuvent également répondre par écrit éventuellement. Je vais peut-être déjà vous poser un peu des questions génériques en fait, qui peuvent, sur lesquelles vous trois avez certainement des choses à dire. La première qui nous a été posée concerne en fait l'articulation entre l'adaptation des pratiques à l'échelle des exploitations et l'adaptation, alors la personne a précisé tout aussi nécessaire, des filières aval. Donc, en gros, quelle est la sensibilisation des acteurs de la filière aval, sachant que leur mobilisation peuvent éventuellement constituer un efficace levier du changement. Est-ce que c'est par rapport à l'aval, comment vous vous positionnez? Est-ce que c'est pris en compte dans le conseil et ou dans la formation dès le départ dans vos réflexions? Je ne sais pas qui veut commencer. Stéphane, peut-être, si vous avez une réaction là-dessus. Oui, alors bien sûr, hein, c'est un levier très important, même décisif du changement de pratique, les filières. C'est elles qui conditionnent et qui conduisent l'agriculteur à choisir telle ou telle culture, et même à la manière de cultiver les cultures, quand il y a des cahiers des charges, des choses comme ça, y compris en bio. Donc oui, c'est un levier déterminant. Bien sûr que les filières sont très sensibilisés au changement climatique. Hein. On a cité la vigne, mais idem en céréales. Elles sont très soucieuses de se préparer à ce qui va arriver. Et ce qui va arriver n'est pas clair, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de remontée de certaines cultures vers le nord, alors ce qui est vrai, par exemple, en céréales pour le blé dur ou pour le sorgho, par exemple. Mais est-ce que c'est au détriment de filières déjà en place dans ces territoires? Est-ce que c'est en complément et les filières en place vont évoluer un petit peu dans la manière de produire ou trouver de nouveaux débouchés? Parce qu'on est aussi au moment où les filières, il y a cette pression climatique, mais il y a aussi les marchés qui se segmentent de plus en plus. C'est-à-dire le consommateur, lui, à la recherche d'origine France, voire d'origine locale, de plus en plus. Il y a une segmentation des besoins. Si je prends le blé tendre, par exemple, il y a des tas de débouchés pour le blé tendre, qui soient alimentaires, non alimentaires, chimie verte, éthanol, j'en passe, et en alimentaire avec des débouchés qui sont très très différents. Si on fait des pains, hamburgers, des brioches ou des biscuits, c'est pas du tout les mêmes blés tendres qui sont recherchés. Bref, donc il faut que les filières réfléchissent à leur durabilité dans le cadre du changement climatique. Et ensuite, ce qui est déterminant, c'est d'organiser le dialogue avec les agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut que tout ça soit efficace et ne soit pas contradictoire, il faut qu'il y ait une espèce de consensus entre les filières, les opérateurs, les territoires, les agriculteurs, les citoyens, sur la multifonctionnalité qu'ils attendent du système agricole. Et dans ce cadre-là, le changement climatique pourra être, on pourra s'adapter au changement climatique, pourra être un petit peu tamponné, si on a une bonne vision de la multifonctionnalité du système qu'on attend,
c'est-à-dire comment on va nourrir les filières, si je puis dire, et puis comment aussi on va avoir une activité agricole durable qui préserve la biodiversité, etc. Donc si les acteurs, tous ces acteurs ne se mettent pas d'accord sur la multiperformance attendue, on a du mal à proposer des solutions techniques efficaces. Donc oui, il faut mettre les filières dans la discussion et c'est un élément très important. Frédéric, est-ce que vous partagez ce point de vue? Vous étiez très actif dans la réponse aux questions, mais est-ce que sur cette question en particulier, vous avez votre micro coupé? J'étais en train de taper des réponses et j'ai pas entendu la question. C'était concernant Laval, en fait. Comment vous travaillez avec Laval et est-ce que Laval est aussi... voilà, comment vous... Alors, sans vouloir engager la parole des chambres en général, mais en tout cas, moi, de mon côté, et pour ce qui est des personnes avec lesquelles je collabore le plus étroitement, je dois reconnaître que nous sommes à peu près totalement défaillants sur ce point. Et je dis ça tout en reconnaissant la pertinence de cette remarque, c'est-à-dire que proposer à des agriculteurs, alors bon, sur des productions, sur le maintien de production, là, je pense qu'on peut faire un cas à part, c'est-à-dire que s'il s'agit de réfléchir aux moyens d'aider un arboriculteur, un viticulteur, un céréalier, etc., à maintenir son activité, bon, on peut partir du principe que le débouché, il s'en est déjà occupé, sinon il n'aurait pas cette production. Mais par contre, dès qu'on rentre dans le registre de nouvelles productions, moi j'ai des sollicitations, moi et mes collègues, on a des sollicitations maintenant assez fréquentes sur le grenadier, les PAM, etc. On peut documenter un certain nombre d'éléments sur la faisabilité future de ces productions, mais on n'a pas d'apport de type conseil sur, OK, la lavande devient faisable chez vous dans 25 ans, mais voilà, et voilà ce qu'on vous dit en termes de débouchés. Donc, oui, pour ce qui est de l'articulation avec l'aval, et maintenant, comment, je dirais, il faut sans doute qu'on dialogue avec les structures qui sont dans ces niveaux-là de la distribution, quoi. Merci beaucoup. Alors du coup, j'ai perdu parce que j'avais une question voilà, sur l'enseignement du coup pour Thierry. Donc il y a une personne qui s'interrogeait sur la place dans l'enseignement pour ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, avec notamment l'enjeu de favoriser l'adaptation des espaces agricoles tout en favorisant la biodiversité. Donc, on vient un peu sur ces questions de multi-enjeux. Alors, l'exemple donné, ça a été le rôle des haies et les nombreux services écosystémiques rendus. Donc, Thierry. Alors, les services écosystémiques sont... nous, on les aborde beaucoup. Donc, je ne pouvais pas tout mettre dans le diaporama, mais la notion de service écosystémique, service de régulation, tout ça, c'est abordé. Le rôle de l'arbre, le rôle de haies. Tout ça, on aborde parce qu'on considère que ça va... Alors, en plus, nous, l'arbre, dans les zones d'élevage, a encore plus de rôle parce qu'il sert de refuge, mais il sert d'abri, il sert... Donc, pour nous, c'est important. Et ça fait partie des leviers dont on ne peut pas se permettre d'écarter. Alors, il y a plein d'autres solutions, mais voilà, cette notion de services écosystémiques, de régulation, de préserver tous nos auxiliaires, c'est quelque chose, oui, qui est vraiment apporté et fondamental, quoi. Et Merci. Puis, je voulais répondre tout à l'heure, juste pour la question Bien précédente, sûr. Sur l'aval. Il faut absolument que les acteurs d'aval soient aussi… Enfin, il faut qu'il y ait une synergie parce qu'on se rend compte que, par exemple, juste un exemple, les cultures en association deviennent un levier relativement important en grande culture. Mais pour l'instant, le frein, c'est la valorisation de ces grandes cultures en association. Ce serait intéressant qu'avec les filières d'aval, on puisse, ou les filières d'amont, qu'on puisse aussi valoriser ces associations d'espèces dans les cultures, que le triage devienne non pas une pratique extraordinaire, mais banale, quoi. Voilà. Merci. Sur les pratiques de grande culture. Je vois Philippe qui allume sa caméra, mais j'espère que j'ai encore le temps pour une dernière question qui, en plus, je pense, fait bien le lien avec l'autre thématique de ces webinaires, à savoir la santé globale. Puisqu'il y a une personne qui s'interroge en fait sur la généralisation ou l'accentuation de maladies déjà connues et communes en zone méridionale ou méditerranéenne, ou encore de l'émergence de nouvelles maladies en culture comme en élevage. Ça concerne tous les types de production, à savoir comment les agriculteurs sont préparés à ces éventualités.
Donc, je ne sais pas lequel de vous trois peut-être peut apporter des précisions là-dessus rapidement parce que voilà, il est bientôt 14 heures. Bon, alors je peux peut-être me lancer. Alors, les préparer, c'est très difficile. Mal préparer, parce que c'est par nature imprévisible, hein. Un nouveau ravageur, une nouvelle maladie qui arrive, c'est imprévisible. Donc, en fait, on va pouvoir travailler sur la résilience globale des systèmes et le caractère agroécologique, c'est bien de mettre en place des régulations naturelles pour essayer de tamponner ces arrivées de ravageurs. Mais même comme ça, on n'arrivera pas à solutionner. Donc, il faut garder des solutions chimiques, même si la trajectoire, c'est d'en utiliser le moins possible et plutôt d'avoir de la prophylaxie. Il faut garder ces solutions parce qu'on n'est pas à l'abri de ravageurs très graves, très impactants, qu'on n'aura pas vu venir. Je crois qu'il faut... Peut-être juste Frédéric ou Thierry, si vous voulez juste compléter, et puis après on... Ça complète la question par rapport tout à l'heure au rôle de l'arbre, au rôle des haies. C'est ce que vient de dire Stéphane. En fait, il faut absolument une résilience à l'échelle système, voire même à l'échelle du territoire, pour essayer éventuellement de se prémunir par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, excusez-nous, effectivement, il est 14 heures passées, donc on remercie beaucoup les intervenants, merci à toutes les questions, à tous les participants. Et la semaine prochaine, on restera sur le changement climatique puisqu'on va parler de l'adaptation des AOP, des appellations d'origine protégée, au changement climatique. Et donc, ce sera dans la continuité de ce webinaire et toujours animé par Hélène. Bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.